m'appelle Sandra. Évidemment qu'on n'a pas de plafond dans nos toilettes et qu'on fait pipi dans le noir. Les services d'hygiène sont intervenus, ils ont constaté la présence de rats, donc une infestation de rats au sein de l'école maternelle. Nous, on le sait, à Stanislas, ils n'ont pas de problème. Et nous, aujourd'hui, on a des plafonds qui sont pleins d'eau et qui coulent. Et on a des enfants qui ont 3 ans et qui sont asthmatiques. Je suis une élève à Sandra dans le 93. Évidemment qu'on n'a pas de table pour faire cours. Il nous manque une infirmière, on n'a pas d'assistance sociale. Excusez-moi, est-ce que vous avez des chaises? On se rend compte que tous les élèves ont déjà eu un prof absent longue durée, pas remplacé. On est en train de demander à des gens qui sont en arrêt, congé maladie ou congé maternité, de travailler pendant qu'ils sont en arrêt. Voilà où on en est. Je suis élève à Sandra, bien évidemment que le chauffage ne fonctionne pas. Pourquoi tout ça? Est-ce que finalement l'objectif c'est de détruire le système public, que ce soit dans la santé ou dans l'école, pour que tout le monde se tourne vers le privé? Je pense qu'on est en droit de se le demander. Ça fait maintenant 3 semaines, enfin c'est la 3e semaine qu'on fait des blocus. Et aujourd'hui on a essayé de faire un blocus exposition. Donc on a fait beaucoup de pancartes, on a mis du temps à tout faire pour montrer aux élèves vraiment pourquoi on se bat. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait ils nous voyaient devant, ils ont compris mais ils savent qu'on est là pour une raison mais ils savent pas vraiment pourquoi. Du coup on a vraiment essayé de s'axer sur le manque de personnel. Parce qu'on n'a pas beaucoup de remplaçants, on n'a qu'une AESH, on n'a pas assez d'AED, pas assez d'infirmières, etc. Du coup, on a vraiment fait toute une exposition, on a essayé que ce soit ludique et que les gens aient envie de venir. Comme ça, ils vont vraiment comprendre ce qu'on fait ici. On espère qu'ils vont du coup venir avec nous pour les autres blocus. Moi, j'ai beaucoup de cours où en fait, on perd énormément de temps au début pour récupérer des tables. On récupère des tables dans d'autres classes, donc on perd du temps, on récupère des chaises. Les élèves, ils ont des ordinateurs maintenant, qui ont été donnés gracieusement par la région, et c'est très bien. Sauf qu'il n'a pas été prévu de maintenance de ces ordinateurs. Donc en fait, ces ordinateurs, ils sont en panne chez la plupart des élèves, parce que déjà, ils ne sont pas de qualité. Mais en plus, on ne peut pas les réparer. Dans quelle entreprise il n'y a pas de quelqu'un qui est là pour faire de la maintenance informatique? Nous, on demande à un prof de faire des heures sup pour faire ça. Sauf qu'il y a 1200 élèves dans notre lycée. Comment est-ce qu'un prof peut réparer des ordinateurs pour 1200 élèves? Mais en fait, on va dire que ça devient vite une habitude, en fait, je pense, pour beaucoup d'entre nous qui avons grandi dans ce genre d'établissement depuis tout petit. Donc en fait, on a du mal à se rendre compte que ce n'est pas normal. Donc en fait, on essaye vraiment d'avoir cette prise de conscience et cet éveil de conscience à niveau chez tous les élèves. L'état de l'éducation dans le 93 est dans un état de délabrement et sinistré. On constate par exemple qu'il y a 35% des établissements où il y a des nuisibles. Alors rats, cafards, etc. En quelques heures, la vidéo du rat dans le lycée a fait près de 2 millions de vues. Elle pose la question de l'entretien, de la propreté des établissements partout en France. Je suis Louise Paternoster, je suis co-secrétaire de la CGT Éducation 93 et je suis instite en maternelle à Saint-Denis. Aujourd'hui, on a des souris et lors des dernières vacances, les services d'hygiène sont intervenus, ils ont constaté la présence de rats, donc une infestation de rats au sein de l'école maternelle, qui n'a toujours pas été réglée. Donc aujourd'hui, nos élèves savent que potentiellement ils peuvent rencontrer des rats, donc ce qui crée une certaine panique parmi nos élèves, mais aussi parmi les collègues, il faut le reconnaître. Il y a un rapport qui est sorti le 30 janvier dernier de Santé publique France. Ce rapport, il dit quoi? Il dit que l'asthme précoce, qui concerne 10% de nos élèves, eh bien, il pourrait être évité si on agissait sur 2 facteurs importants. D'une part, l'humidité, et d'autre part, les polluants liés au col qui se trouvent dans les meubles. Et ces 2 facteurs-là sont source aujourd'hui d'asthme précoce chez nos élèves. Et nous, aujourd'hui, on a des plafonds qui sont pleins d'eau et qui coulent, et on a des enfants qui ont 3 ans et qui sont asthmatiques. Donc aujourd'hui, on les expose. Et je tiens aussi à souligner la situation géographique de mon école. On est à proximité de l'autoroute A1. Donc on a également en plus la pollution de l'air liée aux particules fines. L'état de notre lycée ici est complètement déplorable. L'isolation thermique est complètement inexistante. Il faisait près de 9 degrés dans les couloirs en hiver. Je m'appelle Zoé Butzbach, je suis professeure d'histoire-géographie en collège, en REP+, à Aubervilliers. Et à côté de ça, je suis la co-secrétaire de la CGT Éducation 93. Aujourd'hui, par exemple, on a plus de la moitié des collèges qui ont un souci de chauffage,
d'isolation, qui n'ont pas assez de tables, pas assez de chaises. Donc ça veut dire que l'été, il peut faire jusqu'à 40 degrés dans certaines salles. L'hiver, il peut faire 8 degrés. Je ne sais pas si vous imaginez être assis dans une salle pour écrire pendant plusieurs heures et pour suivre ce que dit le prof. Mais c'est clairement pas des conditions d'apprentissage correctes. Et on voit bien là que c'est un problème d'accès au droit, en fait. Nos élèves, on leur dénie le droit à l'éducation, comme partout ailleurs en France. Dans 60%, plus de 60% des établissements du département, à la rentrée, il y avait plus d'un enseignant ou d'une enseignante qui n'était pas remplacé. Où est-ce qu'on va trouver tous ces enseignants et ces nouveaux enseignants et enseignantes qui vont donner des cours de mathématiques et de français? Déjà qu'on a des problèmes de remplacement de nos collègues qui, quand ils sont en arrêt, sont pas remplacés ou peu remplacés. Donc là, c'est une vraie problématique pratico-pratique où on les met et avec qui. C'est vrai que ce qui est assez agaçant, c'est de voir le jeu de se renvoyer la balle des responsabilités entre les collectivités et le gouvernement. Alors nous, on sait très bien que le bâti est censé être de la responsabilité des collectivités locales et que ce qui est de la responsabilité du gouvernement, c'est les moyens humains. Mais en réalité, nous, on ne fait que dire qu'on manque de moyens humains et que du coup, si l'état de l'éducation dans le 93 est dans cet état de délabrement, c'est qu'il manque par exemple 5000 postes d'enseignants. Et 5000 postes d'enseignants, ce n'est pas la région qui les nomme, c'est bien le gouvernement, c'est bien l'État. On a également des problèmes par rapport aux pôles médico-sociaux qui ne sont pas suffisamment pourvus. Donc il y a vraiment énormément d'établissements, entre 20 et 30% des établissements du 93 où il manque soit une infirmière ou un infirmier, soit un médecin scolaire. Ce qui veut dire concrètement que soit il n'y a pas du tout de personnel, soit qu'il y a quelqu'un qui est là à mi-temps et puis les jours où il n'y a personne, les élèves s'ils sont malades, ils se débrouillent. Cette année, j'ai eu ma prof de mathématiques absente pendant 2 mois pas remplacée, mon prof d'anglais absent pendant 2 mois, un peu plus pas remplacé, ma prof d'LLCE qui est ma spécialité absente parce qu'en plus elle était malade, elle a beaucoup de problèmes de santé, du coup ils savent qu'elle peut souvent être absente et ils ont mis rien en place pour avoir des remplaçants. Mais au bout d'un moment, on perd des cours. Au bout d'un moment, quand on n'a pas anglais depuis 2 mois et qu'après on n'a qu'une note dans tout le trimestre et que si on l'a raté, on a une mauvaise moyenne. Au bout d'un moment, si on n'a pas notre spé et qu'on a le bac, on est nous en difficulté. Et c'est pas normal que dans d'autres établissements, même si le prof est absent une journée, là il y a un remplaçant. Alors que nous, pendant des mois, ils ne sont pas très de remplaçants. L'année dernière, quand j'étais en terminale, j'ai pas eu ni de prof d'histoire qui était enceinte. La prof, elle était venue. Elle nous a dit qu'elle allait peut-être remplacer dans quelques jours. Au final, le prof remplaçant, il est venu peut-être 2 mois ou 3 mois après. On a dû rattraper les cours, recommencer à zéro. On a manqué beaucoup de chapitres. Avant, il y avait un vivier de TZR. Les TZR, c'est ce qu'on appelle des titulaires de zone de remplacement. Ce sont les collègues qui sont prévus pour remplacer les collègues en absence, pour congé maladie, congé maternité, etc. Ce vivier de collègues, il est vide. Il n'y a plus de TZR puisqu'on ne recrute plus de profs. Donc ce n'est qu'un problème de recrutement, il faut recruter des profs et en nombre. C'est pour ça qu'on est fatigué dans ce métier, c'est qu'on est tout le temps en train de réfléchir en se disant mais comment je vais faire pour rattraper tous les retards de mes élèves? Comment je vais faire pour leur enseigner tout ce qu'on me demande de leur enseigner en année de terminale, sachant qu'ils ont déjà un an de retard et qu'en plus il va falloir que je fasse tout ça. Donc c'est un stress permanent et en plus on nous augmente les effectifs de classe, on remplace toujours pas les collègues absents. Donc c'est de plus en plus dur. La pénurie de professeurs, cette fois, avant de débattre du manque d'attractivité du métier d'enseignant et des solutions éventuellement inspirées de nos voisins européens, le constat, le concours d'entrée à l'éducation nationale ne séduit plus. La FCPE, donc la Fédération des parents d'élèves, en 2015 avait calculé que nos élèves, en moyenne, perdent 1 an de scolarité entre la maternelle et le lycée. Dernièrement, le chiffre a changé. On serait sur 18 mois de perte de scolarité. Un des problèmes vraiment majeurs, c'était le nombre d'élèves par classe. En gros, nous, ce qu'on demande, c'est 20 élèves par classe. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. Et au point qu'on a calculé, pour avoir 20 élèves par classe dans tout le 93, il manque 500 classes. Donc c'est énorme. Il faudrait construire 20 collèges pour avoir des collèges à taille humaine et suffisamment de place pour tout le monde dans le 93 et pour enseigner dans de bonnes conditions. Le fait qu'aujourd'hui, il manque des assistants sociaux qui ne sont pas remplacés, ça fait qu'on va avoir des collèges où avant, il y avait 45% de boursiers. Aujourd'hui, ils ne sont plus qu'à 25%. Alors, c'est pas que miraculeusement, le niveau de vie des familles a augmenté, pas du tout. C'est simplement que elles sont plus capables de remplir les différentes demandes de bourse, etc., sans l'aide de l'assistant social. Voici 2 lycéens parisiens. L'un est scolarisé dans le public, l'autre dans le privé. Et étant dans le privé, ce lycéen a plus de chances de venir d'un milieu social aisé. Une enquête du Monde révèle qu'en plus de ça, il bénéficie de plus de moyens d'enseignement payés par l'État
que son camarade du public. Ce que tout ça démontre, ce que tout ça reflète, c'est vraiment le manque de considération dans lequel les populations du 93 et de manière plus générale, les populations précaires de ce pays et défavorisées sont tenues par les personnes qui nous gouvernent. Il suffit de voir dans quel type de locaux on leur demande d'aller étudier par rapport aux grands lycées parisiens, par exemple, pour voir qu'on ne les considère pas de la même façon. Et donc il y a une rupture d'égalité. Ce qui se passe dans les écoles du 93, c'est vraiment le symbole de la politique du gouvernement aujourd'hui, de la politique au service des riches, puisque notre école, elle est complètement abandonnée. On est un département ouvrier, un département employé, on est un département qui est le plus pauvre de France. On a 30% de pauvreté et à Saint-Denis où je travaille, on est à 34% de personnes qui sont sur le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, c'est 8 milliards qui est pris à l'éducation nationale directement pour enseignement privé. Avec la participation des collectivités territoriales, on est à 12,2 milliards. Cet argent, il doit revenir à l'école publique. Je suis prof de français dans le 93. Évidemment que quand j'étais enceinte, mes élèves n'ont pas eu cours de français pendant 6 mois à leur année du bac. Sur les images, des élèves témoignent et 4 enseignants aussi, aujourd'hui convoqués par la proviseure de l'établissement. Ce cri d'alerte, comment il a été accueilli par notre hiérarchie, c'est une convocation ce matin. Ouais. Par quelqu'un de la DSDEN, donc c'est pas de notre proviseur, hein, ça vient d'au-dessus. En fait, ce qu'on a vu depuis lundi de la semaine dernière, c'est que le rectorat essaye de reprendre la main sur la mobilisation, parce que ça les a complètement dépassés, ils se sont fait surprendre, et donc ils vont essayer de reprendre la main de différentes manières, et notamment en essayant de fracturer la mobilisation, en tapant sur les collègues qui sont mobilisés et investis. Alors ils ont essayé de trouver différentes failles pour pouvoir essayer de faire la répression sur les collègues de Blaise Sandrard. Libérez notre camarade, libérez notre camarade. Je pensais pas qu'apparaître dans une vidéo TikTok dans laquelle je raconte que j'ai été enceinte et pas remplacée, je pensais pas que ça pouvait donner lieu à quelque chose de l'ordre du rappel disciplinaire. Donc il y avait un conseiller technique, vie scolaire et établissement qui était envoyé par la DSDEN 93. Donc la DSDEN, c'est les services de l'éducation nationale au niveau du département. C'est pas des gens qui correspondent à ma hiérarchie à moi, enfin c'était pas mon supérieur hiérarchique, c'était le supérieur hiérarchique de ma proviseure par contre. En fait, si j'ai bien compris, il a un rôle de proviseur des proviseurs pour le département 93. Ce qui a été reproché au cours de l'entretien, la formule exacte qui a été employée, c'est votre apparition dans une vidéo aux côtés d'élèves filmée à l'intérieur de l'établissement sans l'autorisation de la chef d'établissement peut poser question sur le plan du devoir de réserve. Et la personne, le conseiller technique, là, il a aussi utilisé l'expression devoir de neutralité. La façon dont il l'a formulé, dire ça pose question, ça montre bien en fait que dans le droit, ce que j'ai fait, ce n'était pas interdit. Sinon, on aurait pu me rappeler à l'ordre réglementaire, comme quand un mineur fait un truc interdit, il y a une procédure qui s'appelle rappel à la loi. Le mineur va voir un juge et le juge lui rappelle la loi, lui dit tel article de loi vous l'avez enfreint. Donc là, ça aurait pu être ça. Et c'est pas ce qui s'est passé dans l'entretien parce que en fait, je n'ai pas enfreint le code de l'éducation, j'ai pas enfreint la loi. La liberté d'expression, c'est un droit constitutionnel. Les droits constitutionnels, ils concernent l'ensemble des citoyens et citoyennes, y compris s'ils sont fonctionnaires d'État. En fait, la Constitution, c'est au-dessus de tous les autres droits. Ça s'appelle la hiérarchie des normes. Et donc, aucune loi, aucun code qui émane, par exemple, du ministère de l'Éducation ne peut contrevenir au droit constitutionnel qui garantit ma liberté d'expression. Si j'enseigne au lycée actuellement, c'est parce que j'y crois au service public d'éducation, que j'ai envie de faire ce travail, que j'ai envie de le faire bien. Donc me dire que je vais être réprimandée pour la manière dont j'exerce mes fonctions, ça c'est hyper désagréable, c'est un peu choquant, c'est décevant aussi. C'est pas du tout le rapport que j'ai envie d'entretenir avec ma hiérarchie, même si là, les politiques de ces dernières années ont bien signalé à plusieurs personnes, et donc maintenant à moi aussi personnellement, que c'est comme ça que ça se passe. Mais ça reste décevant, on s'attend à mieux. Ce qu'on réclame, au final, c'est à peu près 1 000 € par élève, puisque l'enveloppe qu'on demande pour la création de moyens humains, c'est 358 millions. Et on a 325 000 élèves. C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose au regard de toute une scolarité qui dure 15 ans.
Nous, on regarde aussi à côté. Notre territoire, il est marqué par l'organisation des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, c'est 15 jours. 15 jours, c'est quoi par rapport à 15 ans d'une vie? Par rapport à une vie qui est condamnée parce que le 93, aujourd'hui, assigne nos élèves. Et quand ils veulent ensuite faire des études supérieures, il y a un tiers d'entre eux qui se retrouvent mis au banc, sans aucune possibilité, sans ouverture, sans aucun choix respecté. Donc on est là sur des taux de mobilisation qui sont historiques et qui sont extrêmement forts. Donc nous on est très contents et c'est aussi cette mobilisation-là qui nous a permis de enfin rencontrer la ministre vendredi dernier. Alors vous rencontrez la ministre, c'est ce qu'on aurait aimé. En réalité on a été reçus au ministère, même pas par son directeur de cabinet, mais par la directrice des affaires sociales et la personne qui est chargée du lien avec les parlementaires. Alors nous, on a posé nos arguments, on a même fait des propositions de financement, et face à ça, la seule réponse qui nous a été donnée, c'est « peut-être, éventuellement, si on réussit à gagner des postes, on vous en donnera un peu ». Et donc, quand on nous dit peut-être des postes hypothétiques, et en plus ce serait pour financer les groupes de niveau, c'est-à-dire la réforme du choc des savoirs, alors que nous on est contre, évidemment c'est même pas une proposition, puisqu'on n'a aucun chiffre concret sur la table, on n'a aucune réponse concrète. C'est bien que, en fait, aujourd'hui, au niveau du ministère, c'est plus là que se prennent les décisions. Aujourd'hui, on sait que c'est Gabriel Attal et Bruno Le Maire qui, on va dire, tiennent les cordons de la bourse. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit « Ah bah ça y est, on est dans une politique d'austérité ». Comme si tout d'un coup, il n'y avait plus d'argent en France et qu'il fallait absolument réduire tout ce qui était donné au service public. En fait, eux, ils ont une logique de coût. C'est-à-dire qu'ils se disent « Ah bah le service public, ça coûte quelque chose ». C'est pas un investissement. C'est pas on investit dans le service public pour que la France aille mieux. C'est ça coûte des choses aux Français. Pas du tout, ça coûte rien. On investit là-dedans avec nos impôts, avec plein de choses pour que justement la France aille mieux et puis pour préparer l'avenir de la France. Alors, nous, c'est notre point de vue. Eux, ils ont un point de vue néolibéral. Et donc ils disent, bah voilà, ça coûte. La manière d'investir, c'est seulement en donnant des cadeaux fiscaux aux entreprises, en aidant les grandes entreprises, pas les petites, mais les grandes. C'est quand même plus de 200 milliards d'euros par an, c'est énorme. Ça va être aussi de faire des cadeaux fiscaux aux différents investisseurs de l'économie financiarisée. Et ça veut dire que le CAC 40, il a pris plus 500% de dividendes. C'est une des plus grosses augmentations au monde. C'est plus de 97 milliards d'euros pour les actionnaires. Donc ça veut dire que de l'argent, il y en a en France. Simplement, on n'est pas d'accord sur les choix politiques de répartition. À côté de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État, il a décidé de dépenser 4 milliards dans le SNU et dans l'uniforme. Donc on est vraiment sur des choix de financement. C'est pas qu'il n'y a pas d'argent, c'est que cet argent, on choisit de le mettre quelque part et pas ailleurs. Par exemple, on choisit de le mettre dans les 12 milliards qui sont les financements de l'enseignement privé. Et ces 12 milliards-là, c'est des milliards qui manquent aussi à nos élèves. Il va falloir nous laisser en fait grandir et s'éduquer dans ce genre de conditions, puisqu'en fait on est vraiment l'avenir, on est vraiment les futurs citoyens. Donc en fait, le SNU qui va nous apprendre des valeurs, comment ils veulent qu'on apprenne les valeurs de notre pays si c'est dans ce genre de conditions? Ce qui fait que l'éducation nationale n'est pas encore complètement explosée, c'est parce que les gens qui bossent pour cette institution, en fait, on est passionnés du métier qu'on fait et on va tout faire pour que nos élèves réussissent. Mais du coup, ils ont très bien compris ça, ils en jouent tout le temps. Ils sont tout le temps en train de nous culpabiliser en disant « mais vous faites grève, vous vous rendez compte que vos élèves ils vont encore prendre plus de retard ?» Mais nous, si on fait grève, c'est qu'en fait, on veut qu'il y ait une vraie amélioration. On attend quelque chose. Et le gouvernement, on a très bien compris qu'il s'en foutait complètement des élèves, et notamment ceux du 93.